ces quelques questions introductives. Et je vais maintenant aborder avec vous un sujet passionnant qui est entre, comme le disait monsieur le doyen Gilrod, entre la clinique et la recherche. Et moi, mon activité, je la passe 3 jours à l'hôpital où je suis responsable d'un centre de référence de rhumatologie pédiatrique et 2 jours à l'INSERM où je fais des travaux sur les maladies que je vois le lundi, mardi, mercredi chez l'enfant. Vous m'entendez correctement? Continue? Oui? Ok, parfait. Donc je continue. Donc voilà la présentation. Je suis un fan d'une maladie que le Dr House discute souvent, c'est les lupus. Alors voici le plan qu'on va suivre ensemble. Et avant, en guise d'introduction, je voudrais juste vous expliquer quelques mots de ce qu'on appelle les déficits immunitaires. Il y a de ça encore 20 ans, la définition, c'était des maladies où le système immunitaire n'était pas capable de lutter contre un agent infectieux, contre un microbe. Et dans les formes les plus sévères, bien, on mourait de ce déficit immunitaire. Ça existait chez l'enfant, on appelle ça le déficit immunitaire combiné sévère. Et ces formes de déficit conduisaient, avec un seul gène muté, à faire plein d'infections différentes. Des infections virales, bactériennes, on attrapait le rotavirus, le VRS, et puis ensuite, alors, Pierre-Gabriel a levé la main. Oui? Non, c'est simplement pour faire un test de son. Je vous en prie, continuez. Donc ça marche quand même là? Je continue? Ok. Alors, donc ça, c'était la définition classique. Un gène qui mutait plein d'infections différentes. Et puis, quand vous parlez aux collègues infectiologues, eh bien, de la génétique, ils vont vous dire dans des maladies communes comme la tuberculose, la méningoencéphalite herpétique, que c'est quelque chose de polygénique et que pour une infection donnée, il y a plein de gènes qui peuvent jouer un rôle. Eh bien, en fait, il y a des travaux d'un pédiatre qui s'appelle Jean-Laurent Casanova qui a pu établir des susceptibilités monogéniques à certains agents infectieux. En d'autres termes, tout va bien jusqu'au jour où vous allez rencontrer un germe particulier et là, vous allez faire une infection sévère. C'est le cas de certaines formes familiales de tuberculose. C'est le cas de la méningoencéphalite herpétique dont on pense qu'elle a un trait familial fort par une mutation d'un gène de l'immunité qui s'appelle TLR3 et puis d'autres susceptibilités au virus de l'EBV. Donc ces concepts-là, ils étaient originaux parce que un seul gène muté et une seule susceptibilité à un agent infectieux. Tant que vous ne rencontrez pas l'agent infectieux, vous allez très bien, vous êtes en bonne santé. Ce sont des situations de défaut de redondance de notre protection du système immunitaire. Et en fait, derrière cette observation, eh bien, il faut souligner cet arbre génétique que vous voyez sous les yeux, donc qui est peut-être étonnant maintenant au XXIe siècle, mais Louis Pasteur, Marie Pasteur, ils ont eu 5 enfants. Sur les 5, 3 sont décédés à l'âge pédiatrique. Bien sûr, c'est l'ère pré-pasteurienne, pas de vaccin, pas d'antibiotiques. Mais on peut se poser la question, ils sont tous soumis au même environnement. L'espérance de vie à 18 ans à cette époque, quand on a atteint l'âge de 18 ans, elle n'était pas très éloignée de l'espérance de vie actuelle. La mortalité, c'est surtout une mortalité pédiatrique, à l'âge pédiatrique. Et donc, pourquoi ces enfants mouraient des infections? Bien sûr, les agents infectieux jouent un rôle, mais pourquoi cela dans une famille? C'est une question qu'on peut soulever. Et finalement, les enfants, avant cette période, bien décédaient en raison de leur déficit qui est peut-être plus fréquent que l'on l'imagine. Donc, la réponse immunitaire, je vais élargir le champ des déficits immunitaires à travers d'un côté les défauts de la réponse, c'est ce qu'on entend habituellement par déficit immunitaire, on fait des infections à répétition. On a finalement maintenant découvert que le défaut de réponse immunitaire est responsable de cancer. Vous savez, l'immunosurveillance, c'est vraiment un point majeur maintenant dans la lutte contre le cancer. On a d'ailleurs modifié le paradigme des traitements des cancers. Avant, on réalisait des chimiothérapies qui zigouillaient toutes les cellules, y compris celles les bonnes cellules pas tumorales. Et maintenant, on réarme le système immunitaire pour aller se débarrasser des tumeurs. C'est toute la base de l'immunothérapie actuelle. Eh bien, de l'autre côté, on a aussi, et c'est le champ de la rhumatologie pédiatrique, les excès de la réponse immunitaire qui peuvent être génétiques, avec des maladies auto-inflammatoires qui vont concerner un excès de la réponse immunitaire innée et des maladies auto-immunes
comme les lupus par exemple, et on a également ce type de phénomène dans les mécanismes et situations d'allergie. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques mots sur les lupus en introduction, et puis on balayera quelques résultats qu'on a générés au laboratoire. Alors, il y a deux grands champs qui s'opposent quand on réfléchit à la génétique des maladies auto-immunes. Il y a d'un côté les pédiatres. Nous, on s'intéresse à des situations très rares où il y a trois malades dans la même famille. On va se dire qu'il doit y avoir des facteurs génétiques, mais on étudie l'hypothèse d'une maladie mendélienne, c'est-à-dire comme la mucoviscidose, comme la myotrophie du chêne, la myotrophie spinale, pardon, ou la myopathie de Duchenne, ce sont des maladies génétiques. Eh bien, on fait cette prédiction, cette analyse, on regarde dans la famille, on fait la ségrégation et on pense qu'un gène modifie la protéine, cause la maladie. Et de l'autre côté, il y a nos collègues médecins d'adultes qui, eux, vont dire on s'intéresse aux maladies auto-immunes comme vous, mais on sait que si on veut faire de la génétique, eh bien, vos histoires, c'est des trucs super rares, ça n'existe pas chez l'adulte. Nous, on s'intéresse à regarder des GWAS, des analyses de SNP, et on va voir que certains patients portent des variants plus fréquemment lorsqu'ils sont malades, et c'est un risque relatif de 2, de 3 par rapport à la population générale. Ils ont besoin pour cela de grandes cohortes d'au moins 1000 malades qu'ils comparent à 2000 contrôles. Donc le bénéfice ou le risque individuel est difficile à évaluer dans cette hypothèse. Donc il y a eu de nombreuses révolutions sur ces dernières années, et celle qui est la plus importante dans le champ de mes maladies, c'est la génétique. Et donc en génétique maintenant, pour une poignée de dollars, vous pouvez avoir votre next generation sequencing de votre exome, de votre génome. Et ça, dans les maladies génétiques, c'est un boost absolu et incroyable. Et ça va devenir un outil sans doute de diagnostic que vous utiliserez à la fois en clinique et à la fois en recherche. Donc les lupus de l'enfant, c'est rare, c'est sévère, c'est polymorphe, très hétérogène. Et en fait, c'est une maladie, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, elle peut toucher tous les organes. Le lupus ou les lupus, c'est une maladie qui touche la peau, le rein, le cerveau, le cœur. Ça peut vraiment toucher à peu près tout. C'est pour ça que Dr House, dans chaque épisode, il dit c'est un lupus ou c'est pas un lupus. Mais on peut vraiment l'évoquer devant toutes les situations. Elle a comme point commun de fabriquer des auto-anticorps anti-ADN. Et puis, c'est habituellement chez la jeune femme, entre 20 et 40 ans. Chez l'enfant, le sexe ratio est plus réduit. Chez l'adulte, c'est à peu près 9 femmes pour un homme. Et chez l'enfant, c'est plutôt 4 filles pour un garçon. Et plus ça commence tôt, plus le sexe ratio tend vers 1, ce qui suggère que les facteurs environnementaux jouent un rôle moins important dans le cas de l'enfant. Et la génétique joue un rôle plus important. Une manière d'approcher cette idée que la génétique, ça compte chez l'enfant ou chez l'adulte dans une maladie complexe. On regarde, quand vous avez quelqu'un qui a un lupus dans la famille, il y en a 10 à 12% dans la famille apparentés de premier degré qui auront aussi un lupus. Là, il y a une petite erreur, c'est les jumeaux monozygotes, mais le taux de concordance, quand vous avez un jumeau et son vrai jumeau va faire un lupus dans presque 50% des cas en fonction des études, donc une association importante. Et enfin, si on calcule ce rapport entre fréquence de la maladie dans la fratrie sur la fréquence de la maladie dans la population générale, c'est une manière d'estimer l'impact de la génétique d'une maladie complexe au sein des maladies auto-immunes. C'est le lupus qui rank en premier, qui est au top de la participation génétique dans le développement de la maladie. Alors, on va balayer ensemble maintenant quelques déficits qui n'ont d'intérêt que dans la démarche scientifique. Pour vous, si vous n'êtes pas trop intéressé par l'immunité, l'immunologie, eh bien, les molécules ou le détail n'est pas important. Je vais essayer de vous présenter ça sous la forme de questions recherche. Donc ça, c'est une famille qu'on a suivie à Lyon. Alors, vous allez me dire, il n'y avait pas besoin d'être un grand pédiatre généticien pour imaginer qu'il y avait quelque chose de génétique ici. En effet, cet arbre génétique que vous voyez à gauche, donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de mariage apparenté. Et puis, sur la dernière génération, il y a 3 enfants sur 4 qui sont malades d'un lupus systémique. Quand on voit ce type d'arbre génétique, on se doute qu'il y a une maladie et on peut prédire qu'il s'agit d'une maladie récessive, transmission horizontale, comme vous le savez. Ce sont des lupus sévères avec vascularite. On a une des enfants qui est décédée d'un choc septique. Et ils ont, pour l'une d'entre eux, présenté aussi une lymphoprolifération, donc gros foie, grosse rate comme caractéristique. On était sûr que on pensait que c'était génétique, mais pour l'aborder,
on a réalisé de l'exome sequencing. L'exome, vous savez, c'est 1% de votre génome, c'est ce qui code pour les protéines. Et en 2012-2011, c'était les débuts de ce type de technologie. Et en faisant la prédiction d'une homozygosie chez les sujets malades et une hétérozygosie chez les parents, eh bien, à l'aide des 3 cas identifiés dans cette famille, on fait des analyses qu'on dit de ségrégation qui permettent de démasquer les variants qui sont prédits pathogéniques et qui sont rares, non trouvés dans les bases de données. Actuellement, on peut interroger des bases de données pour savoir si telle ou telle modification génétique est fréquente ou rare, ou même jamais trouvée dans aucun génome contrôle. Et donc là, c'était le cas. On a retrouvé une mutation dans le gène PRKCD qui n'était pas retrouvée dans les bases de données et qui était prédit selon les scores pathologiques. Une manière de regarder aussi les variants, c'est quand on trouve un acide aminé qui est modifié, une mutation missense, on appelle ça, eh bien, au faux sens, on va regarder si l'acide aminé il est conservé au sein des espèces. C'est ce que vous voyez ici en jaune. Et quand c'est hyper conservé jusqu'à la levure, sans doute c'est que l'évolution n'ayant pas fait modifier cet acide aminé, il doit jouer un rôle dans la structure de la protéine et que lorsqu'il est muté, il y a un désavantage qui a été sélectionné par l'évolution. Donc c'est une information pour dire c'est une bonne piste que l'on suit au niveau génétique. On a des scores de prédiction, on peut faire du modeling 3D pour se dire que cette modification structurelle va modifier la protéine. Et puis après, ça ne suffit pas à ça. Il faut ensuite qu'on fasse des éléments d'analyse fonctionnelle. Donc ici, c'est la protéine déroulée de protéine kinase C-delta, hein, c'est une sérine thréonine kinase. Elle a un domaine catalytique qui est ici. La mutation était en plein dans le domaine catalytique. Et puis, c'était aussi relativement facile pour cette histoire de penser que c'était lié à la maladie lupus, parce que la souris, elle était déjà connue. On regarde aussi toujours les modèles animaux lorsqu'on trouve un nouveau gène. Et la souris knockout pour PKC-delta était connue et elle présentait un lupus. Donc, on a d'abord fait la première démarche scientifique quand on a une mutation, c'est se dire, ben, est-ce que la protéine est exprimée? Ici, ce sont des résultats de Western blot sur des lignées lymphoblastiques, c'est des cellules B éternalisées, si vous voulez. Eh bien, on a les contrôles ici. Vous voyez l'expression pour les 2 premiers qui est bien correcte. Vous voyez une bande apparaître en Western blot, hein. C'est une technique de démonstration de présence de protéines par des anticorps, le Western blot. Donc ici, on n'a pas de problème, la protéine existe. Les parents sont exprimant faiblement la protéine, ils sont porteurs d'une seule mutation sur 2, et les enfants, eux, ont 0 expression de la protéine. Ils étaient bien déficitaires. Donc, première info, eh bien, il y a un défaut d'expression de cette protéine. La mutation induit un défaut d'expression. Mais on peut se dire, est-ce que ce défaut d'expression, ça suffit? Est-ce que la fonction est également modifiée? Donc, pour tester une fonction kinase, eh bien, on va regarder sur le substrat. Alors, une kinase, vous savez, ça sert à phosphoryler les protéines. Donc, phosphomarque 2, c'est le substrat de la PKC-delta. Il y en a d'autres. Eh bien, on a pu regarder ici à gauche sur les contrôles, ici chez les sujets porteurs de la mutation, en situation d'activation avec PMA, est-ce qu'on est capable d'induire phosphomarque 2? Ici, vous le voyez, c'est possible parce que PKC-delta est fonctionnel. Ici, il ne se passe pas grand-chose parce que vous n'avez pas de PKC-delta et elle semble donc pas fonctionnelle. Si on veut confirmer ce déficit fonctionnel, eh bien, on passe à l'étape d'après, on va cloner les variants et puis ensuite on les met dans des lignées cellulaires pour regarder si, malgré tout, si on force l'expression, parce que là, on pourrait dire, bah, il n'y avait pas beaucoup de PKC-delta, dans 2 lignées cellulaires, c'est la même chose à gauche. Vous voyez les gros pâtés ici, on force l'expression de la forme wild type, on force l'expression de la forme mutée, on regarde sur les substrats en dessous, et vous voyez que ça fonctionne bien on surexprime la protéine wild type. En revanche, lorsqu'elle est mutée, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Donc, on qualifie le fait qu'il y ait aussi un déficit fonctionnel. Déficit quantitatif, déficit fonctionnel, donc on est quand même pas très fonctionnel lorsqu'on a un déficit en PKC-delta. Et donc, pourquoi c'est intéressant cette affaire? Eh bien, le PKC-delta, c'est une molécule pro-apoptotique qui induit l'apoptose à une étape très particulière de la différenciation des lymphocytes B, qui est les B transitionnels. C'est cette partie-là. En fait, vos lymphocytes B, comme tous les lymphocytes et les cellules immunitaires, vous le savez, elles viennent de la moelle, et puis elles vont se balader dans le sang, puis ensuite elles vont rejoindre les organes lymphoïdes secondaires. Eh bien, vos B que vous fabriquez dans la moelle, il y en a un gros pool autoréactif au départ.
vous fabriquez des B qui reconnaissent le soi. Mais ils sont éliminés par différents mécanismes. Et au niveau des cellules qu'on appelle transitionnelles, qui sortent de la moelle mais qui ne sont pas encore rentrées dans le ganglion, il y a une très forte expression de PKC-delta, molécule pro-apoptotique, qui va être facilitée par la rencontre des auto-antigènes et du BCR, le récepteur B spécifique. À cette étape-là, si vous rencontrez l'auto-antigène, grâce à PKC-delta, vous zigouillez votre cellule qui va se suicider et du coup, vous allez diminuer votre pool de cellules autoréactives. Par contre, si vous avez une mutation de PKC-delta, eh bien, malheureusement, il n'y aura pas de délétion clonale, pas d'apoptose et vous allez avoir une persistance de clones autoréactifs qui vont causer la maladie. Donc, ça peut se mesurer par cytométrie. Et puis, je vais passer rapidement. On a fait des tests d'apoptose qui montraient bien que ces patients étaient résistants à l'apoptose qu'on n'arrivait pas à induire. Et on a pu modifier le phénotype biologique en faisant des manipulations de transfection dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'était une manière de démontrer que PKC-delta est un gène qui peut donner un lupus. D'autres patients ont été décrits ensuite avec à chaque fois une lymphoprolifération, un gros foie, grosse rate, c'est un point commun clinique. Et maintenant, nous, dans notre pratique, c'est devenu un élément de diagnostic. On regarde nos enfants qui ont un lupus, on regarde systématiquement s'ils ont un gros foie, grosse rate. Et puis, lorsque c'est nécessaire, on va faire des compléments d'analyse. Ça, c'est d'autres éléments phénotypiques. On reconnaît le rash cutané très caractéristique du lupus. Et puis, ils ont une tendance aussi à l'alopécie, une perte de cheveux. Gros foie, grosse rate, comme on le voit sur l'image du bas. Ce sont des points communs. Et puis, certains d'entre eux font des infections à répétition, surtout lorsque le déficit est complet, qu'il s'agit plutôt d'un codon stop que d'un codon missense. Et on a pu aussi déterminer ça avec des histoires infectieuses chez certains enfants. Ici, vous voyez cette image assez impressionnante d'une papillomatose. Ça, c'est le virus HPV qui donne ça. Eh bien, ça se voit chez l'immunodéprimé, parfois chez les greffés. Eh bien, chez ces patients, on trouve aussi ce type de lésion cutanée assez impressionnante qui témoigne d'un défaut de contrôle de l'immunité antivirale. Donc, en fait, PKC-delta s'est exprimé dans plein de cellules, les B transitionnelles qui sont responsables de l'auto-immunité, mais sans doute aussi une part d'immunodéficit chez ces enfants. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la pédiatrie, vous allez me dire, mais nous, on s'en fiche parce qu'on n'en verra jamais de notre vie, c'est super rare. Donc, je pourrais vous dire que oui. Mais par exemple, le lupus, c'est aussi une maladie qui est induite par les médicaments. Et ça, de manière assez fréquente. Et il y a certains médicaments, comme l'hydralazine, par exemple, un antihypertenseur, qui s'associe à un lupus. Eh bien, elle s'associe aussi à une diminution de PKC-delta. Donc, c'est un phénomène intéressant qui montre qu'à travers une histoire génétique peut-être très rare, on démasque une voie moléculaire qui est commune à d'autres situations, éventuellement induites par des médicaments, par des facteurs de l'environnement, mais qui vont nous aider à classer un peu mieux nos enfants ou nos adultes avec un lupus. Alors là, je vais attaquer un champ tout à fait passionnant de l'auto-immunité qu'on appelle les interféronopathies. Et donc ça, c'est un champ peut-être parmi les plus récents de l'auto-immunité et qui a révolutionné, je pense, la vision que l'on a actuellement des maladies auto-immunes, et c'est arrivé par la pédiatrie. Alors, les interférons, je ne sais pas si vous êtes familier des interférons, si vous savez à quoi ça sert, c'est la cytokine clé antivirale. C'est d'ailleurs très utile quand on a une Covid-19. C'est utile d'avoir de l'interféron pour s'en débarrasser. Et vous savez que les personnes âgées qui ont fait des formes sévères eh bien, ont un niveau d'interféron et de réponse interféron souvent défaillant, en particulier parce qu'ils ont des auto-anticorps anti-interférons. Ça a été une découverte importante de 2020. En fait, les interférons, ils ont été décrits la première fois par Abraham Isaac et Jean Lindenmann sur une expérience très simple. Ils ont pris des vésicules allantoïdes de poulet, enfin des œufs de poulet, on va dire. Ils ont mis la grippe dessus, le virus de la grippe, et ils ont pris le surnageant. Ils ont utilisé ce surnageant qu'ils ont remis sur des autres œufs de poulet qui n'étaient pas infectés. Et ensuite, ils les ont à nouveau infectés. Et ils se sont rendus compte que dans cette deuxième condition, l'infection était retardée, plus lente, et qu'il y avait quelque chose de sécrété dans le milieu qui interférait avec l'infection. C'est ça qui a donné le nom des interférons. Alors depuis cette observation d'il y a 60 ans, les choses sont plus compliquées, mais c'est toujours la même chose en fait. Vous voyez toutes ces briques multicolores. Donc nos cellules sont capables et sont armées pour détecter des acides nucléiques qui viennent de l'extérieur,
que ce soit la Covid, le VRS, tout ce que vous voulez, les virus, ils sont tout le temps traqués par notre système immunitaire. Et ils sont traqués de manière différente. On a des récepteurs cytoplasmiques de l'immunité innée qui sont capables de les détecter lorsqu'ils sont dans le cytoplasme. On a des TLR, Toll-like récepteurs, qui peuvent être membranaires, qui peuvent être dans les endosomes, mais tous concourent aux mêmes informations, c'est-à-dire on produit de l'interféron, branle-bas de combat, on est attaqué par des virus et on fabrique des quantités importantes d'interférons qui vont agir sur le récepteur spécifique qu'on appelle IFNAR, c'est un hétérodimère, qui va ensuite induire une signalisation par les voies JAK-STAT pour induire ce qu'on appelle les ISG, Interferon Stimulated Genes, qui correspond à la signature interféron. Cette idée-là, elle est un peu importante à comprendre parce que l'interféron dans le surnageant, dans le sérum, chez vos patients, on ne sait pas très bien le détecter lorsqu'il est circulant. Il y en a des trop faibles quantités. Il y a des techniques qui commencent à arriver qui vont nous aider, mais pour l'instant, en routine, on ne peut pas bien le faire. Par contre, la signature interféron, qui est donc une voie de démonstration qui a bien de l'interféron, hein, c'est le programme interféron induit par la liaison de l'interféron à son récepteur, et donc c'est un programme transcriptomique. Celui-ci, en ARN messager, on sait le démasquer. Alors, je vais vous parler un peu d'évolution et d'interféron. Donc, tous, nous sommes, et vous l'avez compris quand vous voyez l'arbre génétique des pasteurs, nous sommes héritiers de la survivance de nos ancêtres. Et sans doute d'avoir un tonus interféron un peu plus élevé, c'est ce qui a permis à notre espèce de persister et de lutter contre les agents infectieux, viraux, chroniques ou émergents comme ceux que l'on rencontre à l'heure actuelle. En revanche, peut-être que ce tonus interféron que l'on a tous dans nos cellules, eh bien, peut nous prédisposer à des maladies inflammatoires. Alors, je vais vous parler d'une maladie que connaissent bien les pédiatres, les neuropédiatres. C'est le syndrome d'Aicardi-Gouttière. Donc, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler de votre vie. C'est une maladie décrite par deux neuropédiatres, Jean Aicardi, Françoise Gouttière, qui ont remarqué chez des enfants qui naissaient dans des familles, ils avaient un point commun, ils avaient une encéphalopathie, ils avaient des calcifications cérébrales, et puis ils avaient une microcéphalie. Lorsqu'on a ça à la naissance, le pédiatre, il pense tout de suite infection materno-fœtale. Ça ressemble à une infection materno-fœtale, et on regarde les germes agents infectieux du groupe torche, dont vous avez peut-être entendu parler, toxoplasmose, oreillon, rubéole, CMV, herpès. On traque une infection materno-fœtale. Et dans ces cas particuliers, on ne trouvait pas de microbes. Et puis, fait particulier, ça récidivait à la grossesse suivante et à la fratrie suivante. Et donc, c'était un clustering familial qui évoquait quelque chose de génétique. Le premier marqueur qui va être trouvé dans cette maladie, c'est l'interféron alpha, qui va être mesuré dans le LCR. Il y en a de telles grandes quantités que dans le liquide céphalorachidien, on pouvait le mesurer. Et enfin, le gène a été trouvé plus récemment, c'est le gène TREX1, qui était le premier, puis maintenant il y en a plein d'autres qui ont été décrits, qui témoignent qu'il s'agit bien d'une maladie génétique qui mime une infection materno-fœtale en quelque sorte, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et pourquoi les gens qui travaillent sur le lupus, ils sont intéressés à ces affaires, c'est qu'en fait, ces enfants-là, ils ont leur encéphalopathie sévère, mais un tiers d'entre eux vont développer des engelures et un authentique, pour certains, un authentique lupus systémique, avec les lésions cutanées, les atteintes d'organes, comme on l'a évoqué. Donc, sur cette observation, eh bien, ça a intéressé les immunologistes qui se sont dit, quand même, Trexin, ça a l'air d'être pour l'immunité. Depuis, il y a tout un spectre clinique énorme de maladies qui ont été décrites associées à ces anomalies génétiques qui vont de l'Aicardi-Gouttière canonique néonatale qui ressemble à une infection materno-fœtale. Donc là, celle-là, vous n'avez pas la louper, encéphalopathie, calcification cérébrale, microcéphalie, retard mental de développement, mais des formes plus modestes qui peuvent être qu'une paraparésie spastique, par exemple, avec développement psychomoteur tout à fait normal. C'est des enfants qui marchent sur les pointes, comme les enfants nés grands prématurés parfois. Ça peut donner le même type de phénotype, mais là, dans le cas-là, ce ne sont pas des enfants prématurés. On a aussi des sujets qui n'ont aucun symptôme, qui sont pourtant porteurs de mutations, qui ont seulement des calcifications cérébrales. Et on verra ensuite le lien à l'interféron. Et puis d'autres qui ont des manifestations plutôt engelure, lupus, sans anomalie neurologique non plus. On peut avoir un découplage des atteintes.
si bien qu'on se rend compte que derrière une maladie génétique, on a une représentation des symptômes très très variées et diverses qui rend un peu difficile le diagnostic parce que tout ça, c'est lié à la même anomalie génétique. Voici d'autres images de ces enfants qui peuvent présenter des signes d'atteinte cutanée, des raches au niveau du visage. Et donc, je vais essayer de partager avec vous ces nouveaux concepts associés à cette maladie. Je vous ai dit que c'était hyper excitant et vous allez comprendre pourquoi. Ici, vous avez une cellule normale, la vôtre, dans n'importe quelle cellule immunitaire ou même non immunitaire. Vous êtes capable de détecter de l'ADN, de l'ARN qui vient de l'extérieur. Vous avez une infection virale, vous la détectez, vous allez produire de l'interféron. L'interféron, ça vous donne des courbatures, de la fièvre, c'est ce que vous avez quand vous avez la grippe. Pour ceux d'entre vous qui ont fait la grippe ou éventuellement la Covid-19, vous avez déjà expérimenté la notion d'interféron disséminé dans votre corps, d'interféron alpha. Eh bien, en fait, il y a plusieurs enzymes qui jouent un rôle critique dans le métabolisme de ces acides nucléiques. En effet, on s'est rendu compte que il y a des enzymes qui vont métaboliser des acides nucléiques qui viennent de l'intérieur, qui viennent des noyaux. Et en fait, quand on sait que dans le génome, c'est 1% qui code pour des protéines qu'on appelle exomes, mais c'est aussi 6 à 30% de rétrovirus endogènes qui ont intégré notre génome, dont on pensait qu'ils ne servaient à rien, on ne savait pas trop à quoi ça servait, donc on ne s'excitait pas trop vis-à-vis de ça. Mais maintenant, on s'est rendu compte que ces rétrovirus endogènes ont un cycle intracytoplasmique et peuvent être reconnus par les détecteurs d'acides nucléiques. Et donc, ça, c'est le cas pour ces maladies, parce que normalement, ils sont rendus invisibles, ces rétrovirus endogènes, par des espèces de Pac-Man, par des enzymes, dont Trexin est le chef de file, qui permet d'éliminer ces acides nucléiques en excès qui viendraient de nos rétrovirus endogènes. C'est en quelque sorte des infections de nous-mêmes. Hein. Dans notre noyau, on a tout le matériel nucléique qui va passer dans le cytoplasme, mais normalement, il est bouloté par nos Pac-Man en continu, si bien que notre système immunitaire reste à ne pas détecter ces acides nucléiques. Mais s'il vous manque un Pac-Man, s'il vous manque une enzyme, par exemple Trexin, vous allez accumuler les acides nucléiques et vous allez ensuite produire un excès d'interféron. Une autre manière d'avoir cette maladie, c'est avoir des mutations gain de fonction sur les récepteurs de l'immunité innée elle-même. Et là, ce sont des maladies qui vont aussi conduire à un excès d'interféron. Et la troisième version, c'est une fois que l'interféron est produit, qu'il se met sur son récepteur, vous pouvez aussi avoir un excès de signalisation lorsque les inhibiteurs sont mutés. Et donc, c'est la troisième manière, en quelque sorte, d'avoir une maladie liée à l'interféron, c'est un défaut de ces inhibiteurs. Donc, soit vous en avez trop dans le cytoplasme parce que vous n'avez pas les enzymes qui les métabolisent, et ça vient en fait de vos rétrovirus endogènes, ce qui est dans votre noyau, soit vous avez des gains de fonction sur vos récepteurs de l'immunité innée, soit vous avez un excès de signaling de l'interféron sur la cellule cible. Alors maintenant, il y a plein de gènes qui ont été décrits. C'est un peu catalogue, donc ce n'est pas très utile de les connaître ou de les comprendre, mais je vais juste vous montrer un exemple d'un enfant qui, à l'âge de 3 ans, a déjà fait une dizaine d'accidents vasculaires cérébraux. Il a une cérébrale palsy, des paraparésies, tétraparésies, il a des engelures. Et ça, maintenant, je dirais que dans le monde des pédiatres, ça fait tilt. Quand on a une atteinte neuro plus des engelures, on réfléchit que ça peut être ce type de maladie. Il a une signature interféron qui était effectivement positive. Et il a été traité, et c'est pour ça que je veux partager avec vous ces informations un peu originales. Cet enfant, il a été intégré dans un essai clinique qui utilise un traitement qui, a priori, on pourrait penser, n'a rien à voir avec l'auto-immunité. Ce n'est pas un immunosuppresseur. C'est zidovudine, abacavir, lamivudine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ces traitements-là, ce sont des antirétroviraux, des inhibiteurs de la reverse transcriptase que l'on utilise pour traiter le HIV. Eh bien, en fait, l'hypothèse de ce traitement chez ces patients-là, c'est de se dire, ils ont des rétrovirus endogènes qui viennent du noyau, qui sont pas métabolisés par les DNase, par les Pac-Man, parce qu'il y a un déficit. Mais comme ces rétrovirus endogènes partagent la même mécanique de réplication que les rétrovirus de l'extérieur, comme le HIV, tentons de les traiter avec un antirétroviraux. Et donc, il y a 8 patients qui avaient été inclus dans cette étude, et on voit sur le profil de réponse que pendant les 12 mois de traitement, la signature interféron chez ces enfants a baissé
puis ensuite à remonter au moment de l'arrêt du traitement. Donc c'est la première fois où on montre qu'avec un antirétroviral, on est capable de traiter une maladie génétique qui donne de l'auto-immunité. Donc ça, c'est une découverte, je trouve, majeure, parce que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on traitera les lupus avec des antirétroviraux. Un autre exemple, c'est mutation gain de fonction du gène TMEM 173. C'est une autre famille à Lyon. La maman, le garçon, qui ont une atteinte pulmonaire sévère, des engelures, pas d'atteinte neuro dans ce cas-là, mais une auto-immunité qui fait lupus. La maman, elle va décéder après la greffe de poumon qu'elle va recevoir pour une atteinte très sévère du poumon, de pneumopathie interstitielle. Au moment de son décès, il n'y avait pas encore de diagnostic, on ne sait pas trop pourquoi. Elle a fait un gros rejet très sévère. Maintenant, on sait, elle fabriquait beaucoup d'interférons, et l'interféron, ça favorise le rejet. Et on ne le savait pas à l'époque, on n'avait pas cette notion. Donc cet enfant dont je m'occupe, il a des engelures, il a une atteinte pulmonaire comme celle de sa mère, c'est une maladie dominante. Eh bien, on a découvert qu'il avait une mutation gain de fonction sur ce gène, ce qui a conduit à décider d'un traitement particulier. Donc voici les données de génétique. Bon, c'était une maladie qui à l'époque était déjà décrite. Mais donc STING, c'est un détecteur des acides nucléiques qui va induire une production d'interférons tout le temps en excès, même s'il n'y a pas d'acide nucléique, puisque ce sont des mutations gain de fonction qui vont aller sur le récepteur IFNAR, vous vous souvenez, qui signalise par les voies de JAK-STAT, comme souvent les récepteurs de cytokine. Eh bien, cet excès d'interféron chez ces patients, on ne sait pas l'inhiber quand il est circulant. On n'a pas d'anti-interféron disponible pour l'instant. Par contre, on a des inhibiteurs des voies de JAK-STAT. Donc, c'est ce qu'on a utilisé chez ces patients-là. Et en traitant ces enfants avec des inhibiteurs de JAK, on a pu améliorer significativement leur atteinte cutanée. C'est peut-être moins clair pour le poumon, mais malgré tout, on a pu donner des thérapeutiques ciblées en ayant découvert la génétique de ces enfants, en se disant, bien, on aurait traité avec un traitement classique du lupus, sans doute ça ne les aurait pas aidés. Et maintenant, avec ce traitement spécifique, eh bien, on a beaucoup gagné en efficacité. Voilà, les atteintes pulmonaires de mon patient améliorées. Et puis, je vais vous parler d'un travail de Maud Tussaud, qui est interne de pharmacie et qui a fait son Master 2 et maintenant sa thèse avec moi, sur la découverte d'un nouveau gène qui date d'il y a 1 an, c'est tout frais, qui a été publié dans Nature Communication en fin d'année. Et en fait, donc, ce que moi je fais tous les jours, enfin les jeudis, vendredis, on va dire, à l'INSERM, c'est toujours la même stratégie. On a une biobanque lupus de l'enfant à Lyon, c'est la biobanque nationale. On a plus que 400 échantillons, c'est très précieux. Et sur ces éléments, on fait de l'extraction d'ADN et puis on étudie par whole exome sequencing l'ensemble des gènes éventuellement anormaux. Ici, vous avez une famille qui a été explorée par Maud, et puis il y a un garçon qui est malade dans la famille. Elle trouve une mutation missense dans un gène qui s'appelle SOX1, qui est un gène intéressant dans l'immunité. Elle voit qu'il n'existe pas dans les bases de données et les scores de prédiction disent qu'il est pathologique. Donc quand on a ça, première chose qu'on fait, on fait la ségrégation familiale. Elle fait la ségrégation. Le frère sain, il est porteur. Le père sain, il est porteur. Alors quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend la mutation, on la met dans un tiroir et puis on dit on verra bien, mais là il y a quelque chose qui cloche parce qu'il y en a qui sont porteurs et ne sont pas malades. Après, deuxième famille qu'elle explore, il y en a 2 sœurs avec une un lupus et une un purpura thrombopénique. Elles sont porteuses d'une autre mutation, mais dans le même gène, SOX1, prédipathologique, non retrouvé dans les bases de données. À nouveau, on se questionne, cette fois-ci ça en fait 2, ça commence à faire beaucoup, et donc on fait la ségrégation. Le frère, il a sévère, il n'a pas de symptômes, et la tante, elle est porteuse et elle a un tableau un peu lupus également, avec psoriasis. Donc, avec ces données, on discute avec nos collègues et on a trouvé 3 autres familles qui étaient porteuses de variants SOX1 et qui ont des tableaux assez différents. Certains des thyroïdites, certains des thrombopénies auto-immunes, certains des lupus. Et on les a mis tous ensemble, ces patients. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? C'est que SOX1, c'est un gène qui permet d'inhiber la voie de signalisation des récepteurs à cytokine. Tout à l'heure, on a regardé les inhibiteurs de JAK qu'on a utilisés chez un patient. Eh bien, SOX1, c'est notre inhibiteur naturel des voies de cytokine. Donc, c'est notre JAK inhibiteur naturel que l'on fabrique nous-mêmes en quelque sorte. Et s'il est muté, eh bien, ça va poser problème. Donc,
On a pu, chez ces patients, vérifier leur expression, comme pour PKC-delta, vous vous souvenez, toujours la même stratégie. L'expression n'était pas ou peu modifiée, sauf pour un patient. Par contre, on a ensuite testé la fonction. Et une manière de tester cette fonction, c'est de traiter des lignées cellulaires avec de l'interféron gamma. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, vous avez les contrôles et on regarde phosphostat 1, qui est une des protéines phosphorylées en aval du récepteur à l'interféron gamma. Donc ça, c'est les sujets contrôle normaux, ils répondent de cette manière. Si vous ajoutez les patients, vous voyez qu'ils répondent très fort. Ils ont une phosphorylation statin qui est très augmentée parce qu'il leur manque ce frein, cet inhibiteur qui permet de diminuer la phosphorylation statin, qui est un élément qui traduit la fonction SOX1. Donc ces patients ont ce déficit et vont avoir une hypersensibilité aux cytokines. On a regardé dans le sérum leur profil cytokinique et on a pu remarquer qu'ils avaient un point commun avec d'autres anomalies génétiques sur les voies de JAK-STAT qui existent aussi chez l'enfant, d'autres déficits immunitaires. Donc vraiment, ça les fait rentrer dans ce type de famille de maladies par anomalie de la voie de signalisation de JAK-STAT. Alors, comment on peut traiter ces patients? L'intérêt de découvrir une mutation particulière, eh bien, c'est de se dire qu'on a des inhibiteurs disponibles qui sont les inhibiteurs de JAK. Et c'est ce qu'on a fait chez une de nos patientes. On a commencé son traitement par un JAK inhibiteur et elle va mieux depuis qu'elle a ce traitement spécifique alors qu'elle a eu une ribambelle de traitements avant qui était plus ou moins efficace. Donc, in vitro, on a pu démontrer que de mettre ce médicament, ça permettait de restaurer une sensibilité normale aux cytokines. Donc, on complémentait le déficit, en quelque sorte, qu'on avait observé. Donc, ces anomalies SOX1, ça, c'est une des nouveautés. Elles sont sans doute plus fréquentes que ce qu'on imagine. Elles ont une pénétrance incomplète, donc certains sont porteurs et sains. Donc ça arrive aussi en génétique, il ne faut pas se formaliser. On a 20 000 gènes, donc certains autres doivent jouer un rôle protecteur sur certaines manifestations cliniques. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut cibler les thérapeutiques. Donc comme clinicien, quand je trouve une anomalie génétique et que je peux donner un traitement spécifique, eh bien on a gagné finalement sur la possibilité de mieux soigner nos patients. Alors, on a enfin la dernière famille dont je montrerai qu'une slide, c'est les défauts d'auto-antigènes. Quand on a un lupus, on a aussi volontiers un déficit pour éliminer les auto-antigènes et en particulier les corps apoptotiques. Ici, sur cette image, c'est une image qui montre la complexité de la phagocytose de vos corps apoptotiques. Là, derrière votre écran, chacun d'entre vous, vous avez plusieurs milliards de cellules qui meurent chaque jour, mais qui vont être boulottées par votre système immunitaire en toute ignorance, sans induire d'inflammation. Et ce mécanisme très régulé, il l'est par toutes ces molécules ici de couleur. Et chez la souris, une seule qui est anormale ou qui est mutée, ça va suffire pour induire un lupus. Et donc chez l'homme, on en a certaines qui sont déjà connues, comme par exemple le complément qui peut donner des déficits en complément de l'auto-immunité de type lupique. Donc en conclusion, est-ce que c'est vraiment un truc à retenir, les lupus génétiques et les lupus de l'enfant? Nous, on a regardé sur 117 enfants qu'on ne pas sélectionné. 117 enfants, ils ont un lupus et puis c'est tout. Ils n'ont pas d'histoire familiale, ils n'ont rien qui ont mis la puce à l'oreille aux cliniciens. Eh bien, en faisant ça, on a regardé un panel de 147 gènes chez ces enfants et on s'est rendu compte que, bien, il y en avait 7 d'entre eux qui avaient des anomalies, soit du complément, soit d'un autre gène qui s'appelle DNase1L3, soit un déficit en lymphocyte B par une mutation d'un facteur transcriptionnel qui s'appelle Icaros. Et au final, ça veut dire qu'on a presque 7% des enfants avec lupus qui ont une vraie maladie mendélienne, génétique, transmissible au sens mendélien du terme. Et puis on s'est rendu compte aussi que ces mêmes enfants, si on prend toute la cohorte, ils ont une accumulation de gènes très rares, prédipathogéniques. J'ai dit gènes, mais il faut retenir variants. De variants très rares, prédipathogéniques. Ils ont une accumulation de ça par rapport à la population générale, qui fait que sans doute, pour certains enfants, certains adultes, cette maladie-là, qu'on appelle lupus, elle est digénique, trigénique, où on a 2 ou 3 variants qui l'emportent sur le déficit de l'immunité et le défaut de tolérance. Et donc, c'est tout ce champ de l'oligogénicité qu'il vous restera, vous, à démasquer dans les prochaines années. Donc une accumulation de variants rares et prédipathogéniques. Ici, c'est une image circulaire qui montre les liaisons chez les mêmes sujets qui ont ces mutations. Vous voyez que toutes les liaisons correspondent à un patient qui a
porteurs de plusieurs mutations dans les gènes de l'immunité. Donc, on va discuter. J'espère que vous avez réussi à saisir quelques éléments, que la liaison était suffisante. Et puis, je suis disposé à répondre à vos questions. L'enjeu de ces maladies, c'est de les reconnaître. Et vous voyez que pour un clinicien, c'est vraiment un régal de pouvoir travailler sur des maladies que l'on essaie de comprendre au laboratoire. Et lorsqu'on les comprend, on donne le traitement à notre patient qui est celui le plus approprié. On a l'impression d'avoir bouclé la boucle en quelque sorte. Et j'espère que vous aurez la chance de pouvoir réaliser ce type d'approche dans votre pratique de médecin-chercheur. Alors, je ne savais pas, j'ai vu des gens qui rigolent ou qui applaudissent, vous êtes très gentils, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. C'est un champ un peu compliqué, hein. L'immunité, c'est toujours un peu ésotérique, mais l'approche, disons, de prendre des maladies rares, les décortiquer par la génétique, et lorsqu'on comprend une voie de proposer un traitement en particulier, c'est quelque chose de très, très performant. Et on peut imaginer que ces patients-là, pour ceux qui ont une maladie génétique particulière, on pourrait, vous connaissez la technologie CRISPR-Cas9, on pourrait peut-être modifier ou moduler certains gènes de l'immunité et demain guérir des patients qui ont cette maladie. Pour l'enfant qui a une maladie pulmonaire dont la maman est décédée, il y a une vingtaine de cas en France décrits avec cette maladie et qu'on appelle le SAVI. Eh bien, on a envoyé un de mes collègues qui s'appelle Sébastien Viel à Stanford actuellement pour essayer justement de designer une CRISPR-Cas9 qui permettra d'aller couper la portion mutée chez ces enfants qui ont une mutation gain de fonction sur un seul allèle dans le gène qui code pour STING. Et on espère peut-être demain faire de la thérapie génique chez ces enfants qui ont des maladies auto-immunes. Et cette fois-ci, on parle de guérison. Ce n'est pas des traitements qu'on doit prendre à vie, c'est une guérison d'un enfant qui est porteur d'une maladie génétique. Et donc, ça offre beaucoup d'espoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on a deux, trois questions qui sont apparues. Donc, je demanderai à Wayne Moulin de préciser un peu plus parce que je n'ai pas compris sa question sur le traitement HIV. Sinon, Guillaume vous pose la question. Je ne sais pas s'il veut la poser lui-même, s'il lève la main. Non, bon. D'accord. Bon, sinon, il y a plusieurs messages que vous avez une super présentation et merci beaucoup. Alors, lorsqu'on travaille sur des patients portant des mutations rares et que l'on veut obtenir une culture cellulaire portant cette même mutation, est-il plus facile de créer cette culture cellulaire à partir de produits issus des patients ou bien par génie génétique après identification de la mutation? Ça, c'est une très bonne question parce que quand on est dans le champ des maladies rares et en plus les maladies rares pédiatriques, eh bien, j'ai un peu le retour, mais je crois qu'il On peut faut. couper le micro quand il... Ouais, merci. Ouais, merci beaucoup. Donc, c'est une très bonne question. Et effectivement, quand on est et dans les maladies rares et les maladies pédiatriques où le prélèvement sanguin est très précieux, nous, on prend, quand c'est pour la recherche, 2,5 ml d'ETA. Donc, c'est très faible comme quantité. Donc, c'est difficile de pouvoir analyser correctement ce type d'échantillon. Donc, on essaye de le faire en miniaturisant l'approche. Donc, on fait beaucoup, au plus possible, de single cell analysis. Comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup de volume. On a certaines techniques de cytométrie de masse qui permettent de regarder beaucoup d'informations sur des faibles échantillons. On a les lignées élastiques qui nous permettent de garder des cellules de patients éternalisées sous forme de lignée B, sous réserve que le gène soit exprimé, bien sûr, dans les lymphocytes B. Mais c'est une manière d'approcher ces maladies. On utilise des lignées lymphoblastiques que l'on a générées, on n'a pas besoin de beaucoup de sang. Et puis, on peut également faire des IPS, c'est-à-dire on transforme ces cellules en cellules souches et ensuite on les redifférencie pour avoir la mutation qui est toujours présente, mais la faire exprimer dans différents tissus. Actuellement, moi, je n'en ai pas d'expérience euh, débutante, disons. On est en train de le faire pour les SAVI, justement. On est en train de travailler sur ces IPS. Et puis enfin, dans tous les modèles génétiques que je vous présente, à chaque fois, on fait les clonages et on les utilise dans des lignées cellulaires de foire, comme on fait en science habituellement, pour tester tel ou tel variant et son impact sur une fonction biologique.
Merci beaucoup. Une autre question aussi, en ce qui concerne cette voie thérapeutique, comment allez-vous administrer ce traitement pour permettre la guérison? Donc, ça, c'est un bon point. Là, je pense qu'on parle de la CRISPR-Cas9, c'est-à-dire la thérapie génique. Donc, les approches de thérapie génique, quand il s'agit de maladies qui touchent le système immunitaire, eh bien, on a déjà la démonstration quand on fait des greffes de moelle, c'est la thérapie cellulaire lourde en quelque sorte, mais qui va déjà modifier la génétique du système hématopoïétique et guérir des patients, souvent au prix d'une mortalité élevée parce qu'il y a des réactions de greffon versus hôte, de rejet sévère. Et donc, nous, on va utiliser la propre moelle du patient à partir de cellules CD34 que l'on va modifier dans le cas présent, là, on va aller zigouiller l'allèle qui est gain de fonction. Et notre hypothèse, c'est que on a deux allèles, comme vous le savez, ça c'est la base de la génétique. Il y en a un qui est gain de fonction, l'autre qui est normal, mais le seul gain de fonction suffit à être très malade. Eh bien, on va le cibler, on va le court-circuiter et induire une haploinsuffisance. Donc, il n'y aura plus qu'un seul allèle qui marche. Mais on s'est rendu compte que dans la population générale, c'est quelque chose d'assez fréquent. Il y a 5% de la population qui est haplo-insuffisant pour ce gène qui code pour STING. Donc on pense que ça ne sera pas un problème d'avoir ça. Et par contre, on réinjectera ensuite la moelle modifiée au patient après un conditionnement. Et il aura ensuite, il sera porteur de ses propres cellules modifiées et je dirais excisées de la portion génétique qui leur cause la maladie. Ok. Euh, est-ce qu'on peut aussi, attends, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre parcours? Je vois comme question aussi, Oui. Alors, donc moi, je suis. si ça vous embête pas. Non, non, bien sûr, au contraire. Beaucoup. Je suis pédiatre. J'ai été. Je m'intéressais à l'immunologie au sens large au départ. Je suis tombé dans un service de néphropédiatrie du professeur Pierre Cochin qui, dès mon deuxième semestre, m'a un peu coaché, orienté, conseillé pour mes différents parcours. Et donc, j'ai fait une année recherche à la fin de mon internat qui m'a permis de faire un master 2. J'ai aussi fait un master 1 d'immuno pendant mon internat de pédiatrie et puis donc un master 2 que j'ai fait à la fin de mon internat. Je dois mentionner aussi que j'ai fait un interchu qui a beaucoup compté pour moi à l'hôpital Necker dans le service de professeur Alain Fischer dont vous entendez parler en ce moment, c'est le monsieur vaccin. Mais avant d'être le monsieur vaccin, ça a été aussi le premier à faire la thérapie génique chez l'enfant, chez les bébés bulles, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, j'ai passé 6 mois d'interchu dans ce service absolument fabuleux qui regroupait scientifiques, médecins et qui explore les maladies du système immunitaire. Et donc, voilà, j'ai eu une expérience formidable là, dans ce service. Ensuite, je suis revenu sur un Master 2, puis ensuite 2 ans de thèse à temps complet sur le même sujet. Donc, j'ai fait 3 ans d'interruption clinique en quelque sorte. Et j'ai pris un poste d'assistant chef de clinique pendant 2 ans, pendant lequel je me libérais 1 à 2 journées par semaine pour finir ma thèse, donc qui aura duré finalement 4 ans, mais 2 ans temps plein et 2 ans avec quelques jours seulement. Et c'était pas toujours facile de se mobiliser pendant cette période. Et puis ensuite, je suis parti 1 an pour me familiariser avec la génétique et l'exome sequencing en postdoctorat à Manchester. Et je suis revenu ensuite sur un poste de maître de conférence, praticien hospitalier au sein des hospices civils et de l'Université Lyon 1. Et puis, quelques années après, je suis devenu professeur après avoir passé mon habilitation à diriger les recherches. Mais mon parcours, par rapport sans doute au vôtre qui fait le double cursus, il est plus tardif. Vous voyez que je l'ai fait après mon internat et je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes recettes. Les bonnes recettes, c'est celles qui marchent. C'est celles qui, je dirais que la thèse de science, c'était une période un peu difficile et douloureuse parce que c'est laborieux. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes déjà engagés dans cette voie, c'est normal de galérer, c'est normal que ce soit difficile. Et ce qu'il faut retenir, c'est finalement la démarche scientifique et expérimentale que vous allez apprendre pendant cette période et qui est une chance absolue. Et je crois que le double cursus est une vraie richesse parce qu'on peut tourner les questions autour de réels besoins de la population, de la santé. On a une vision sans doute complémentaire avec nos collègues scientifiques. Et maintenant, je travaille dans un laboratoire du CIRI, le Centre international de recherche en infectiologie. Et je bosse dans une équipe où le chef d'équipe, c'est Thierry Walzer, c'est un scientifique de formation qui est un expert des souris et un expert des natural killers. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec les lupus. Mais on a formé une sorte
de combinaisons que je trouve redoutable parce que lui, il est super fort en technologie, en souris, en modeling. Et grâce à lui, j'ai pu faire les souris porteuses de mutations que l'on trouve chez nos enfants avec anomalies génétiques par CRISPR-Cas9. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à faire grâce à lui. Et puis, j'espère lui apporter aussi à lui et son côté recherche la vision médicale de ce que peut être utile telle ou telle exploration de telle ou telle maladie. Donc, voilà un peu le binôme que l'on forme actuellement et mon parcours jusque-là. Merci. Et on a une dernière petite question. Comment fonctionnent les enzymes comme TREX1 détruisant tous les ADN? Est-ce qu'ils détruisent tous les ARN, ADN ou est-ce qu'ils passent à leur portée ou sont-elles spécifiques d'un signal particulier qui éviterait de détruire les ARN utiles? Ouais. Est-ce que vous voulez que je répète? Parce que Non, c'est très, très Non. bien. J'ai bien saisi la question, qui est une question très, très pertinente. Donc, a priori, ces exonucléases sont capables normalement de reconnaître certains acides nucléiques, et notamment celles des rétrovirus endogènes et celles comment, aussi de certains virus exogènes, avec certaines séquences. Mais on s'est rendu compte que finalement, leur capacité de métabolisme, elle est plus large que ça. Et leur job, c'est de couper en tout petits morceaux des longues portions d'acide nucléique. Et en les réduisant comme ça à des toutes petites fractions, ils les rendent invisibles du système immunitaire. Ma compréhension de ces enzymes et de leur utilité, c'est de se dire qu'on a en permanence un tonus interféron qui est un peu latent, qui est un peu dormant. Mais parce qu'on a des rétrovirus endogènes dont on pensait qu'ils servaient à rien, et qui sont, vous avez retenu, hein, entre 6 et 30% de notre génome, c'est-à-dire qu'on est plus constitué de rétrovirus endogènes en termes de matériel génétique que de portions qui vont coder pour des gènes structuraux et des protéines, hein. Vous êtes conscient de ça. Donc déjà qu'on sait qu'on est fait de plus de cellules de microbes que de cellules humaines, eh bien, si vous regardez au niveau du noyau, c'est à peu près la même chose. On est fait de plus de rétrovirus endogènes que de gènes qui codent pour des protéines. Mais oui, ces éléments-là vont permettre de maintenir un tonus interféron un peu continu, ce qui fait qu'on démarre au quart de tour lorsqu'on a une infection. Et il y a beaucoup encore à apprendre pour comprendre leurs spécificités. Ils ont tous des rôles un peu différents, hein. Trexin, SAMJD1, ADAR1. Certains, c'est sur le métabolisme de l'ARN. Certains, c'est pour le transfert d'ARN-M comment, et l'ARN de transfert. Il y en a certains, c'est seulement sur l'ARN de transfert. Donc, la biologie de ces exonucléases, elle est très précieuse et c'est un champ de spécificité entier qui mérite d'être démasqué. Et je suis presque convaincu que dans les lupus même de l'adulte, ces anomalies-là, elles existent aussi pour peut-être pas des raisons génétiques, de raisons épigénétiques ou environnementales, mais que c'est un point particulier, critique de l'auto-immunité et que si on arrive à la cibler et le comprendre, eh bien, on soignera mieux nos patients. Eh ben, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Eh ben, c'était vraiment très pertinent, c'était excellent. Merci beaucoup. Merci à Et vous. du coup, on Bon va courage. s'accorder 5 minutes de pause avant de... 15 minutes, pardon. 15 minutes de pause avant de reprendre. Merci beaucoup. Bon café alors et bon courage. Au revoir à tous. Et vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez au laboratoire. Et pour ceux qui sont internes, on a aussi la possibilité de vous accueillir parce qu'on a un stage validant au sein du CIRI et qui permet de venir faire une formation un peu recherche au cours de sa formation, quelle que soit la spécialité choisie. À bientôt, je suis sûr qu'on se recroisera. Et bravo à vous pour cette journée et pour la motivation que vous avez.